Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je retrouve Caroline Cuinet-Welling. On se retrouve pour partager sur la photographie, sur la lumière. Caro, on se connaît depuis un paquet d'années, je pense que ça fait 7-8 ans. J'ai toujours trouvé très inspirante parce que de par son travail, de par son regard aussi en photographie, de par l'énergie qu'elle dégage. Récemment, elle a sorti un livre avec Erol sur justement la lumière, donc peut-être qu'on va en parler. Et Caro, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. Je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer, tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, peut-être succinctement, tu vois, mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, si ça existe. Bonjour Jérémy, merci beaucoup. Alors succinctement, ça va être chaud. Alors je suis Caro, voilà. Oui c'est vrai, on se connaît depuis, on s'était vu à Salon de Provence, je me rappelle. J'habitais encore en Malaisie à l'époque. Ouais. J'étais venue pour des vacances On avait et fait une interview d'ailleurs déjà à l'époque, c'était on avec avait fait un Baptiste. Facebook Live, yes, Ouais, ouais. yes. Que d'ailleurs on avait bien bataillé avec la connexion, je me rappelle. Ouais, mais ça c'est toujours les problèmes. Ouais, grave, du direct. Donc, présentation. T'as vu comme j'essaye de... Ouais, de te faufiler. T'es pas obligé de te présenter. En fait, tu vois, c'est vrai que la présentation, c'est jamais un moment forcément facile. Non. Mais est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que tu fais comme photographie, peut-être comment t'es arrivé à la photo, Ouais. qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que tu fous là, Caro? Alors, la photo, pour moi, elle a commencé, on va dire, officieusement quand j'habitais à Dubaï, quand ma petite fille Lila est née, à partir de 2009, on va dire. Et puis, on a déménagé à Kuala Lumpur. J'étais à l'époque prof de français comme langue étrangère dans les écoles internationales. Et ça faisait 12 ans que j'en faisais. Ça m'avait comblée, mais j'avais envie de passer à autre chose pour des tas de raisons. Donc, je me suis lancée dans la photo, puisque j'avais un peu dépatouillé avec à Dubaï. Et je m'étais dit, c'est le moment en fait, je le sentais. Et donc, je me suis lancée la photo de famille, qui est devenue une photo de famille à domicile, lifestyle, que j'ai développée au cours des années en m'écoutant, en apprenant un petit peu de ces choses-là. Le challenge 100 Days of Lumière a commencé en 2016, donc à peu près 2 ans après avoir commencé la photo, on va dire officiellement, je dirais que 2023, ça marque 10 ans de photo. Incroyable. Ouais, j'ai juste réalisé là l'autre jour que ça faisait 10 ans. Et, euh, et donc, c'était mon cœur de photo, en fait, la photographie de lifestyle à domicile. Et puis, c'est suivi après ça plein de choses. Ah, trop bien. Je l'ai pas dit tout à l'heure en intro, mais c'est vrai que tu proposes des formations, des workshops. Tu as sorti une formation avec Ampara notamment. Mm. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent aller plus loin, ils pourront le faire via ces biais-là. J'ai une question. Tu disais à peu près 2 ans après t'être lancé, tu as lancé le challenge sur la lumière. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait au début vraiment que pour toi? Comment tu l'as vu, ce challenge? Comment tu l'as créé? C'était quoi l'idée d'origine? Alors moi, j'avais tenté de faire des projets personnels. Je pense qu'il y a énormément de valeur dans le projet personnel, surtout en quelque chose d'artistique, pour essayer de recoller un petit peu avec, renouer un petit peu avec la passion de quel que soit le support artistique qu'on utilise. Mais j'arrivais pas à trouver un challenge que j'arrivais à faire sur la longueur. Je trouvais pas la motivation, ça s'essoufflait. Et j'ai compris petit à petit qu'en fait, c'est parce que suivre le challenge des autres, c'est-à-dire, par exemple, faites un 52, donc une photo Hmm, par semaine, et tu pouvais trouver sur Internet des mots, voilà, que tu pouvais peut-être, qui pouvaient t'inspirer pour la semaine. Et moi, ça me convenait pas, ça. Et en fait, je crois vraiment très fort qu'un challenge doit venir de soi, que ça ait du sens, un peu pour tout, en fait. Et c'est comme ça que le challenge en 2016, il est né. J'avais trouvé sur Instagram un compte qui faisait en fait juste 100 jours de. Et tu pouvais ajouter ce que tu voulais ensuite.
Et moi, il était clair que même après 2 ans de photo, vu que je suis autodidacte, je pouvais capturer les émotions. Et je pense que je me cachais un petit peu derrière aussi, dans le sens où, oui, moi, je photographie les émotions, les gestes, l'amour, etc. Mais en fait, je pouvais pas me mentir, il manquait quelque chose. Il manquait de la technique, il manquait le fait que je voyais pas assez bien la lumière, que je savais pas la gérer avec mon appareil. Et du coup, je me suis dit, tiens, 100 Days of Lumière. Tous les jours, je vais partir à la recherche de tous les types de lumière naturelle que je peux trouver. Je vais prendre des notes, je vais utiliser l'appareil que j'ai dans la main, que ce soit mon téléphone, mon Nikon ou mon argentique. Et je vais jouer avec les réglages. Je vais essayer de comprendre comment ça marche, comment je la capte, qu'est-ce que ça peut dégager de le faire d'une manière ou d'une autre. Et donc oui, le challenge pour moi là, c'était pour moi toute seule avec un brief qui était très, ben, pour le coup, très beaucoup de sens pour moi. Et je l'ai fait du coup 3 ans d'affilée toute seule, donc en 2016, 2017, 2018. Et avec à chaque fois un petit quelque chose à ajouter. Au départ, c'est la lumière, mais ensuite sont venus se greffer d'autres petits aspects, soit techniques, soit créatifs, dans le challenge. Énorme, j'adore. Il y a j'ai envie de rebondir sur 200 sujets. Bonne chose. Euh, euh, et t'as dit plusieurs fois, tu l'as dit quand tu t'es présenté en disant que voilà, quand tu t'étais lancé dans la photo, tu l'avais senti un petit peu. Là, tu parlais de faire du sens aussi derrière le challenge, qu'il y ait cet aspect-là. Dans ton travail de manière générale, dans ton travail de photographe, quelle place a ces intuitions, ces ressentis, aussi bien sur le plan des interactions que sur un plan purement business, selon toi? Ouh, c'est une bonne question ça. C'est parfois difficile de dire je fonctionne à l'instinct ou à l'intuition ou c'est réfléchi. Moi, je pense qu'on a tous un mélange de tout ça parce que dans l'apprentissage, en fait, on se rend pas compte des fois qu'on apprend des trucs. Ça se passe un petit peu en update, tu vois, automatiquement derrière sans qu'on s'en rende compte. Et et il arrive un moment où cet apprentissage, même s'il était dans le derrière là, euh, d'un coup, il arrive à la surface. C'est un peu comme l'inspiration. En fait, on travaille sur des choses et puis d'un coup, paf! Mais c'est pas un coup paf, en fait. C'est parce qu'il y a eu tout ça derrière. Il y a eu de la réflexion, il y a eu des rencontres, il y a eu des actions aussi qui ont été faites. Il y a de l'apprentissage, de l'expérience, de la connaissance en plus. Donc pour moi, c'est difficile de dire ouais, je fonctionne à l'intuition ou je fonctionne plutôt à la réflexion. Je pense qu'il y a un bon mélange des deux. Et je crois que la petite magie, elle se trouve là où on se rend compte de ce qu'on a investi, soit intentionnellement, soit pas, vis-à-vis des rencontres qu'on a pu faire ou des choses qui se sont passées parce que. Et je trouve il y a un petit mélange de ça. Et puis il y a des fois, voilà, il y a ces petits points magiques qui arrivent où on a l'impression que toutes les planètes s'alignent pour que les choses avancent. Et je pense que le livre est un très très bon exemple. On en reparlera peut-être après. On Mais peut en parler maintenant même, hein, ouais, Ouais, vas-y, ouais. ouais. Enfin, ma carrière, je pense qu'elle est ponctuée. Mon business maintenant ressemble à absolument rien de comment il a commencé. Tant mieux. Il ressemble aussi en rien aux idées que peut-être j'avais ou aux rêves que j'avais de comment transformer ou comment faire avancer ce business en tout cas. Et donc, par exemple, le livre, euh, la dernière question hier soir aux rencontres de Camara à Nice, c'était est-ce que tu savais que tu allais écrire un livre? Non, c'est impossible. C'est un truc de fou. J'ai encore pas trop réalisé que voilà, il y a ces pages-là. Mais si je suis honnête, je me dis, j'ai toujours eu en moi quand même l'envie de laisser quelque chose, l'envie de créer un truc qui va rester, euh, un besoin aussi, je pense, de mettre à un endroit tout ce que j'ai pu éparpiller un peu partout. Il y a aussi cette idée que je fasse de la photo ou quoi que je fasse, en fait, j'ai cette idée de transmission.
Et c'est ce qui me motive, c'est ce qui me donne de la joie, c'est ce qui me fait lever le matin et n'importe quelle forme que ça prenne. Mais quand le livre est arrivé, il y avait cette osmose de énormément de travail, d'avoir aussi pris conscience qu'il fallait que j'apprenne des choses pour, par exemple, pitcher ce livre. Une fois que je me suis dit, bon, allez, bon, là, il faut que je le fasse. Là, c'est clair que je peux pas y échapper, mais j'avais pas toutes les compétences encore. Et il y a eu aussi la chance, il y a eu un effet domino d'avoir les contacts des bonnes personnes parce qu'il y a des choses qui s'étaient passées avant. Enfin, Ouais, tout un tas de choses. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, personnellement, dans la perception des choses, euh, je pense que si, tu vois, je pense que c'est important d'avoir une vision qui soit au moins plus ou moins claire de qu'est-ce qu'on veut. J'ai le sentiment que tu l'as, tu vois, quand tu dis que tu as envie d'avoir de l'impact, tu as envie de transmettre, tout ça, tu sais pas forcément exactement comment, mais tu te dis, bah, il y a tout ça qui s'est aligné à un moment, tu vois. Et je trouve que justement, je sais pas ce que tu en penses, mais l'alignement, il vient quand on n'est pas trop dans la tension de vouloir absolument quelque chose. C'est-à-dire que je remarque que, je l'ai vécu pour moi ou je le vois autour de moi, quand on a quelque chose de trop fixe, si on se dit par exemple, je vais écrire un livre, je vais écrire un livre, je vais écrire un livre, alors que c'est peut-être pas le moment, qu'on a peut-être pas les contacts par rapport à tout ça, on va avoir tendance à se fermer. Alors qu'en fait, ta posture qui est de dire, ben, j'ai des envies, elles sont plus ou moins claires, je laisse les choses aller et je me laisse. Tu vois, pour moi, l'intuition, c'était très juste, je trouve, quand tu disais que c'est un combo des deux, parce qu'effectivement, il y a la réflexion, la stratégie et l'intuition. Les deux sont complémentaires. Et le fait de se dire, j'ai envie de ça, même si c'est un peu flou, et de laisser la place que ça existe, il y a beaucoup plus de chances que ça se fasse, je trouve, tu vois, avec l'expérience, que d'être trop focus sur quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que du coup, dans ton activité, enfin dans ta vie de manière générale, tu as une vision assez précise de où tu veux être? Est-ce que c'est quelque chose qui est pas hyper clair, mais tu sais qu'il y a une direction dans laquelle tu veux aller? Ou est-ce que c'est vraiment un petit peu au feeling avec cette chance dont tu parlais tout à l'heure? ah, c'est une combinaison de tout ça. Il y a clairement une idée de temps, une idée de patience aussi, parce que il y a des choix qui doivent être faits et des fois on se sent dans des positions, ça m'est arrivé plusieurs fois, où on sent vraiment qu'il y a des choix à faire et que la question c'est, en fait, voilà, ma vision d'ensemble, très juste, là où je veux aller, elle peut être, c'est une grande idée, on va dire qui va se décliner en plusieurs chemins, en plusieurs actions, à plusieurs niveaux aussi. Et puis, et il y a des fois, on se rend compte que on est un peu contre le mur. On sent en nous, et je pense que c'est là que la partie intuition, s'écouter, est importante, et qu'on sent que ça bloque. Et pour donner un exemple, moi, je shootais beaucoup de mariages quand j'étais en Malaisie. J'ai fait du second shooting aussi en mariage. Clairement, c'était pas mon histoire d'amour avec les mariages. Euh, ça m'a apporté énormément. Ça m'a fait voyager, ça m'a fait faire des rencontres formidables. Mais c'est, en fait, mon cœur, il y était pas, quoi. Et en arrivant en France, j'avais deux mariages qui me restaient à faire en France. Et je me suis dit, après ça, t'arrêtes. Et c'était une décision qui était logique et intuitive, mais en même temps qui faisait hyper peur parce qu'un mariage, ça rapporte de l'argent. Et j'étais arrivée en France, j'avais pas de clients, j'avais une vision très très vague et en plus assez perturbée de ce que j'allais faire en France en fait parce que c'était pas vraiment dans mes plans. Et personnellement et d'un côté business aussi, j'étais très très bancale. D'ailleurs, je m'étais pété la cheville avant d'arriver. Je me suis dit bah ça tombe bien, c'est assez représentatif du truc. Et le choix difficile d'arrêter les mariages l'était pour plein de raisons, mais en fait, c'était vraiment le choix à faire. Hmm, De la question, c'était où est-ce que j'ai vraiment envie de donner de l'énergie pour que dans le temps, ma vision, elle soit, enfin, je sois en phase hmm. et alignée avec vraiment ce que je veux faire. C'est Est-ce que je fais important pour ça toi pour d'être les... aligné, d'avoir ce ressenti, de te sentir à ta place?
Ah ouais, vraiment, vraiment. D'ailleurs, quand je fais des choses et que dans le ventre, ça me disait, Caro, non, mais que je le fais quand même parce que je devrais ou parce que c'est la chose à faire, ah, ça passe pas, hein. Et comment c'est trop intéressant. J'ai, Hein. tu vois, en coaching, dans mes accompagnements, même dans les échanges que j'avais avec les photographes, il y a souvent ce truc de le mariage, c'est typique. Tu vois ce que tu disais, il y en a beaucoup qui font du mariage parce qu'il faut en faire, parce qu'ils pensent que c'est une source, enfin, c'est réellement une source rémunératrice, mais il y en a qui détestent ça, tu vois. Et en même temps, il y a ce truc de pas suffisamment être à l'écoute de ses ressentis. Tu parlais du corps, tu vois, de comment tu le sens dans le ventre et tout. Est-ce que tu aurais peut-être pas un conseil, tu vois, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là qui arrivent pas à faire ses choix, à prendre ses décisions, à faire ce choix un peu du cœur, de se dire non mais attends, c'est pas ce que je veux pour ma vie, j'ai vraiment envie d'aller dans une direction et oser un petit peu aller faire ce qu'ils ressentent, tu vois. Ouais. Alors moi, ce qui marche avec moi en tout cas, ou ce que j'ai remarqué, c'est que euh, de faire de le sentir déjà et d'être consciente de ça. Je pense que c'est le premier pas, parce que des fois on repousse un peu aussi les choses. On veut se convaincre peut-être de comment on dit, de l'inverse. Ouais, ou on est dans la Donc peur parfois aussi. oui, c'est sûr. Et ça peut prendre beaucoup de place et du coup cacher ce sentiment-là. Donc, d'en prendre conscience et de prendre le temps de faire ça aussi parce que c'est pas venu comme ça, hein, ça travaille, c'est dans la tête, c'est des petites sensations comme ça. Et donc de les noter parce que voilà, ça va pas être une grosse sensation, ça va être une petite somme de toutes ces petites choses-là. Et quand on s'en rend compte, c'est vraiment de se dire, en fait, j'ai un choix. Il n'est pas facile et il n'est pas forcément le plus évident, mais j'ai un choix. Et ça, c'est hyper important parce que dans l'état d'esprit, on sent souvent, voilà, quand on a un peu le truc là, qu'on se dit, en fait, j'ai pas le choix, en fait, on l'a toujours un petit peu. C'est juste que la peur de le prendre ce choix et de pas peut-être pas encore avoir les connaissances ou les compétences, de pas encore connaître les bonnes personnes, de pas avoir encore quelque chose de préparé, d'organisé. Encore une fois, ça va prendre beaucoup de place. Mais une fois qu'on se dit, OK, j'ai le choix, de faire un peu la place à qu'est-ce que j'ai en fait, de quoi je pars, où est-ce que j'aimerais aller idéalement et de vraiment pas faire tabou de ça. C'est-à-dire les rêves les plus grands sont les bienvenus au contraire. Je pars de là. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai les connaissances? Et selon si les réponses sont oui ou non, se dire, je peux apprendre, je peux faire, je peux aller parler à cette personne, je peux aller rechercher les trucs, je peux faire cette formation, je peux faire ce coaching ou je peux mettre de l'énergie dedans. Et il y aura toujours une période où ça va être hyper bancal et vachement pas cool. Mais mon dernier petit truc, ce serait surtout de ne pas rester seul dans ces moments-là. N'importe quoi à quoi ça peut ressembler de ne pas être seul, ce serait ma dernière petite tip. Mais vraiment de voilà, passer par ces étapes, prendre conscience des petits trucs, se rendre compte que oui, on a le choix, faire un peu l'état des lieux, se recentrer avec là où on aimerait aller et pas rester seul. Ouais, c'est trop bien comme conseil parce que souvent, on peut avoir tendance justement à avoir des doutes, et puis plus on a de doutes et plus on en a, enfin on peut s'enfoncer un peu là-dedans et à rester un peu tout seul dans son coin ou dans sa tête avec tout ça. Et je pense que c'est très juste le fait de s'entourer, d'aller pouvoir connecter avec d'autres personnes, d'ouvrir aussi son esprit, de voir que c'est peut-être moins compliqué que ce qu'on avait pu imaginer, ça aide énormément à avancer et à prendre des décisions. Donc ouais, carrément. Trop bien, merci. Euh, Tout à l'heure, tu parlais de chance. Euh, quelle est pour toi, quelle est la proportion, enfin, non, c'est compliqué de répondre à ça, mais quelle est la part de chance dans ton activité? Est-ce que, tu sais, il y a des personnes qui disent la chance, ça n'existe pas, on la provoque. Il y a d'autres Oui. personnes qui disent,
Tu peux provoquer certaines choses d'une certaine manière, mais parfois, en fait, la chance, elle est là, malgré soi. J'avais écouté une interview qui était passionnante où la personne, elle disait souvent quand on questionne, voilà, des personnes qui ont réussi, tu vois, on va essayer de trouver, des grands schémas, des grandes méthodes un peu pour comprendre le fonctionnement, alors que parfois, ce qui a fait que ça a marché, ça peut être une petite rencontre ou ça peut être, un détail, finalement. Est-ce que tu saurais, dire, toi, ce qui a fait qu'à un moment ça s'est débloqué, ça a commencé à fonctionner pour toi, pour ton activité? Et s'il y a eu quelle est la part de la chance là-dedans, peut-être? Oh là là. Bah, moi, je me trouve chanceuse de toute manière, mais je suis quand même aussi quelqu'un qui va provoquer les choses. Alors, je suis partie à l'étranger très jeune. Ma chance, je l'ai provoquée aussi. Je me rappelle des potes quand je revenais, mon tout premier boulot quand j'étais prof, c'était au Kenya, à Mombasa. C'était en 2000. Et tout le monde me disait, oh Caro, t'as trop de la chance. Oui, mais j'ai bossé derrière et aussi j'ai eu très très froid dans le nord de la France, merde, le nord de l'Angleterre, et je me suis dit jamais plus de ma vie je travaille dans un endroit pareil. Donc je suis partie au Kenya. Mais j'ai pris le temps d'aller chercher les annonces, les écoles, j'ai postulé, enfin ça a été tout un micmac. Mais il y a d'autres moments aussi où, par exemple, je suis arrivée. Alors, je sais pas, hein, c'est tout bizarre les trucs comme ça. Mais en même temps, je pense que c'est une série d'événements ou des rencontres ou des actions qui ont vraiment. Ils ont fait leur petit chemin, quoi. Et puis ça se retrouve à un moment. J'ai deux exemples. Mpara, un truc de Mmh. taré. J'étais en Malaisie. euh, et j'avais pas du tout entendu parler d'Empara et je reçois ce message de Jean-Marc qui me dit oui, voilà, je suis Jean-Marc d'Empara. Il m'avait envoyé des pièces jointes pour m'expliquer ce que c'était. Ok, bah écoute, notre communauté nous a dit ton nom, on aimerait savoir si ça t'intéresserait de venir faire un live. D'accord. Donc, je fais mes petites recherches. J'écris à Jean-Marc. Je lui dis, ben, super. Enfin, merci beaucoup et tout. Je dis, mais est-ce que, un petit détail, j'habite à Kuala Lumpur pour le live, ça va être. Et puis, il me dit, ah, mais non, mais moi, on m'a pas dit. C'était très rigolo. Tu habites à Et l'autre bout de oui, exactement, à 6 heures de décalage horaire. Mais dans le contexte de ce qui se passait, c'était que on était à Kuala Lumpur, oui, mais mon mari était en train d'essayer de trouver un travail en Europe et il avait un entretien à Monaco pour l'école internationale là-bas. Et vu que c'était pas fait, forcément, je me projetais pas de retourner vivre en Europe, en tout cas à ce moment-là. Et ça s'est fait très très vite. En 3 semaines, le contrat a été signé. On allait déménager dans le sud de la France. Mpara, il est à Nice et nous, on allait habiter à 30 minutes. incroyable. Je peux pas expliquer comment tout ça, ça s'est goupillé de cette manière à ce moment-là. On pourra dire, putain, ouais, grave de chance. Et je le prends. Mais en même temps, je me dis que les personnes qui m'avaient recommandé sur la plateforme Impara ce sont des personnes qui étaient venues en ligne à mes workshops que je faisais à l'époque avec portrait au paysage. Mmh. Euh, et que moi, j'avais contacté, c'était moi qui avais en fait initié ces workshops en ligne. Et du coup, je me dis, bon, 3 ans se sont passés depuis le premier workshop, et non, 2 ans peut-être, entre le premier workshop en ligne avec portrait au paysage et cette demande d'Empara, les choses, elles sont Ouais, faites comme ça. Et l'autre exemple, c'était la rencontre de Marine Poron au workshop famille. Et j'étais venue faire une petite intervention. Je rencontre Marine vraiment en coup de vent au petit-déj, qui me parle de Marie-Astrid, qui s'occupe qui a un centre de formation à Marie-Astrid Macrousse. Dagas, ouais. Voilà, pour financer les workshops. Et moi, je suis en train justement d'arrêter les mariages pour remanier un petit peu tout le truc côté coaching, etc., workshop. 2 jours après, je suis avec Marie-Astrid au téléphone. Et puis maintenant, on est à 8, 9 workshops depuis que je suis arrivée en France. Je ne sais pas l'expliquer, mais pourquoi Marine est à ce moment-là au petit-déj et moi aussi, et qu'on a la chance de parler pendant juste 5 minutes et qu'après tout ça se Tu passe, tu crois aux synchronicités? ben, j'ai l'impression que oui. Moi, je crois que, tu sais, c'est notre,
On dit, il y a des psychologues, des psychiatres qui disent qu'on a jusqu'à 97-98% de nos fonctionnements qui sont inconscients. Donc, c'est énorme, tu vois. Et du coup, a priori, en fait, alors il y en a qui disent c'est un peu moins, que c'est 95%, mais peu importe. Ça veut dire que la grande majorité des actions qu'on a, ce sur quoi on met notre attention, c'est dû à quelque chose d'inconscient. Et je crois que moi, c'est ma croyance que plus on veut quelque chose au fond de nous, tu vois, plus on parlait de vision tout à l'heure, plus on a, c'est pas de le vouloir en mode je veux, tu vois, petit enfant un peu autoritaire, c'est vraiment le côté où je sens que c'est vers là que je veux aller, et plus on va être attentif à ces synchronicités, à ces connexions, à se dire, ah, tiens, cette personne, peut-être qu'elle pourrait être, peut-être ça vaudrait le coup de discuter d'un truc et tout, et c'est vrai que personnellement, je crois beaucoup à ça, quoi, de manière générale. Le fait d'être aligné, ça peut faire hyper peur de faire ces choix-là dont on parlait un peu en avant. Mais je pense que il y a quelque chose dans ce que tu dis et de se sentir aligné et d'être plus à l'écoute et d'être, comme tu dis, avoir plus d'attention pour ces choses-là, même si on le fait pas forcément consciemment. Mais moi, depuis, je fais vraiment, je pense que je fais attention à ça, de vraiment rester aligné. Mhm. Je fais de l'effort à ça. Dès que je sens que ça vire un peu, je me remets dans le droit chemin. Et je pense qu'après, vraiment pas du hasard de rencontrer telle personne ou telle personne. D'oser demander aussi à des gens de venir faire des choses avec nous. Et ça revient un petit peu à voilà de s'entourer aussi, de pas rester seul dans son coin. Moi, ça, j'y crois énormément. D'aller vers les autres, d'encourager les autres à venir vers nous aussi. Donc ouais, après c'est beau comme ça se passe les choses et même Mhm. si ça prend du temps, des fois on sait pas ce qui va se passer en fait. Donc d'être aligné, de toujours être dans l'action, même si c'est infime, la somme de tout ça va vraiment mener à quelque chose. Ouais, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu vois, quand tu dis on sait pas comment ça va se passer, c'est que parfois on l'avait imaginé d'une certaine manière, et finalement ça va se passer d'une manière différente, mais qui est pas mieux ou moins bien, c'est différent et c'est chouette. J'ai d'autres questions un peu plus business et tout, mais avant, est-ce que tu pourrais parler un petit peu donc du défi 100 jours de lumière qui démarre le 1er avril, je crois? Ouais, bientôt, bientôt. Ouais, tout bientôt. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, nous expliquer qu'est-ce que c'est pour les personnes, les photographes qui ont envie de suivre ce défi, comment ils peuvent s'y prendre? Excellent. Alors oui, on recommence le 1er avril. Alors depuis 2020, le challenge maintenant est ouvert à qui veut le faire. Le principe reste très simple, une photo par jour pendant 100 jours, avec pour thème principal la lumière. Mais ce qu'il y a de particulier avec ce challenge, c'est qu'il a un aspect de communauté qu'on peut retrouver dans un groupe privé Facebook, qu'on peut retrouver sur l'Instagram du collectif Narrateur de Vie, où j'ai des invités qui viennent prendre la main toutes les semaines. Il y a aussi des podcasts où j'interviewe des personnes qui soit font le challenge, soit le font pas. Et puis, on discute un petit peu des obstacles et des petites victoires qu'on peut y trouver sur le chemin. Et il y a aussi un aspect unique du challenge qui est, je parlais de ça enfin, au tout début, ce n'est pas mon challenge à moi. Chaque personne va construire en fait son challenge. Mais c'est Alors, l'important, ce que tu disais tout à l'heure, que ça fasse sens aussi pour les personnes. absolument. Et 100 jours, c'est long. Donc, si on fait le challenge de quelqu'un d'autre pendant 100 jours, ça va être hyper dur de le suivre. À un moment ou à un autre, on va perdre cette motivation. Il faut que la motivation, elle vienne de l'intérieur. Et donc, j'encourage les personnes à réfléchir un petit peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Les principes, ils sont toujours à peu près les mêmes. Donc, où est-ce que tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre? Qu'est-ce que tu aimerais tirer de ces 100 jours de pratique? D'où tu pars, avec quelles ressources, avec quels moyens, avec quel temps, quel niveau entre guillemets. Qu'est-ce que tu aimerais photographier? Il y a des personnes qui photographient des natures mortes, on a de l'architecture, on a le quotidien, on a des personnes qui se poussent encore plus et vont faire le challenge quand ils sont en séance pro. On a des paysages, on a des animaux, on a de tout, quoi, comme sujet. Et puis, j'essaie aussi d'encourager les personnes à réfléchir à des aspects techniques. Quels appareils ils vont utiliser? Est-ce qu'ils connaissent bien leurs appareils? Qu'est-ce qu'ils vont essayer de travailler?
Est-ce que de tout ça vont sortir des mots-clés, peut-être des petites pistes créatives aussi? Si c'est des photographes pros qui ont des recettes qui marchent bien, comment ils vont essayer de chambouler un petit peu tout ça? Et puis, l'idée, c'est de repartager, enfin, de partager ces photos sur Instagram avec un hashtag. Et puis d'aller voir un peu ce qui se passe dans la communauté, d'en s'encourager, d'aller encourager les uns les autres. Et puis, il n'y a aucune obligation de poster les photos, en fait, parce que ce qu'on oublie avec les challenges photos comme ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail qui se passe en coulisses. Mm. Ça passe énormément par l'observation, réfléchir, d'être frustré, de pas réussir à faire quelque chose, d'essayer des trucs qu'on n'a jamais fait avant. Et c'est pas forcément la photo du final, enfin, ou qu'on a choisi de la journée, qui est le résumé de tout ça. C'est pas possible de pouvoir tout résumer dans une photo, tout ce qui s'est passé dans la tête derrière. Mais encore une fois, c'est la somme de tout ça, de tout ce qui va se passer pendant ces 100 jours et peut-être même plus, parce que moi, j'ai jamais fini en 100 jours, hein. Qui va vraiment avoir un impact sur plein de niveaux, sur l'état d'esprit, sur la créativité, sur la technique, sur le visuel, en fait, sur plein, plein de choses. C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'en toile de fond, finalement, presque peut-être plus que la photo finale, elle peut être importante parce que c'est elle qui va peut-être matérialiser l'action d'avoir fait tout ça. Mais il y a une part énorme de un peu de mise en danger, de sortir de son quotidien, tu l'as dit, de sortir des choses comme ça, de la réflexion, tout ce qui se passe en arrière-plan, un peu dont tu as parlé. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi, j'ai l'impression que pour arriver à évoluer aussi, à avancer et pas rester un peu dans cette zone de confort dont on entend un peu parler, tu vois, ben, ça veut dire qu'il faut se mettre en mouvement. Ça veut dire qu'il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites. Ça veut dire qu'il faut peut-être avoir peur, être un peu déstabilisé, de se dire, ah ben, je pensais que ce serait comme ça et en fait, c'est pas comme ça. Et du coup, j'ai l'impression que ça pousse énormément à cet aspect-là. Et il y a le côté aussi, tu disais tout à l'heure que c'était hyper intéressant d'écrire. Alors l'écriture, je pense, a une part particulièrement importante pour toi, tu vois. Peut-être que tu peux parler un petit peu de narrateur de vie aussi. Oui. Hem et je trouve que c'est très intéressant parce que parfois on va faire les choses un peu, automatiquement ou machinalement et le fait de prendre, conscience, de prendre le temps d'écrire, d'utiliser des mots, des ressentis, des choses comme ça, je pense que ça apporte, quelque chose d'encore plus fort finalement au projet. Ben, c'est plus fort parce qu'en fait, on revient à soi. Et on se perd, on a les réseaux sociaux, on a tellement, tellement d'images qui nous bombardent chaque jour. On a aussi, parce qu'on est humain, cette fâcheuse habitude de se comparer par rapport aux autres sur quelque chose de surface, puisqu'on ne sait pas si la personne derrière la photo a un quotidien qui nous ressemble, certainement pas, qui a ses propres batailles, ses propres connaissances, sans aller très loin, hein, de dire on n'arrive pas avec les mêmes outils, avec le même potentiel de réflexion, les mêmes connaissances. Et donc, le challenge invite énormément à ça, de vraiment revenir vers soi, de prendre les outils qu'on a, d'être conscient de ça, d'être OK avec ça, de dire, voilà, moi, je pars avec ça, j'aimerais bien arriver là, et je me réjouis du voyage entre les deux. Et, et de poser des mots, en tout cas pour moi, ça m'a aussi appris à être reconnaissante par rapport à ce que j'ai en face de moi. Parce que c'est la facilité, parce qu'on nous l'impose, c'est la facilité aussi de dire, bah, chez les autres, c'est mieux, la lumière là-bas, c'est mieux, leur quotidien, il est plus joli, leurs enfants, ils sont plus mignons que les miens. Enfin, on peut y aller, hein. Ouais, Mais, euh, mais c'est plus dur, en fait, de se rendre compte et des choses qu'on n'a pas et des choses qu'on a aussi, mais que dans la nuance des choses qu'on n'a pas, on peut quand même apprendre, on peut quand même apprécier, on peut quand même évoluer. Et le challenge invite beaucoup à ça. Et c'est pour ça que la partie préparation, un petit peu, poser des mots, euh, ça évite, en fait, d'aller se perdre en comparaison et c'est pour ça aussi que ça donne plus l'envie et la motivation, même si on a des hauts et des bas pendant le challenge, parce que 100 jours, c'est quand même long.
mais on arrive quand même à revenir à soi. Et en fait, ça marche toujours. Si tu te perds, reviens chez toi, en fait. Mm. C'est un peu comme l'histoire du petit poussé avec les petites pierres. On sème les petites pierres, on s'est perdu, ok, c'est pas grave, mais on revient chez soi quand même avec ce que nous, on a semé pour nous, quoi. C'est énorme parce que, Caro, tu vois, je trouve que derrière ce que tu partages depuis le début de notre échange, il y a un côté, il y a un côté hyper bienveillant, il y a un côté un peu, je trouve, maternel, tu vois, mais pas maternel dans le mauvais sens, en mode étouffant, dans le côté euh, l'importance de la connexion à soi, de la connaissance de soi, l'importance de l'accompagnement, t'en as parlé, tu vois, et en même temps l'importance de donner les clés aussi. Et pour moi, un bon parent, c'est un parent qui va à la fois être contenant avec son enfant et qui en même temps va aussi lui donner les clés pour s'émanciper tout seul. Et je ressens vachement ça dans tout ce que tu dis. Et du coup, une Mhm. question que je vais te poser depuis tout à l'heure, c'est Oui. pourquoi la famille, tu vois? Et je me dis, c'est voilà, c'est sûrement lié à ça. Pourquoi tu as choisi de faire des photos de famille par rapport à cet aspect-là, le côté maternel, indirectement, est-ce que quand tu fais un workshop ou quand tu es en séance, c'est très différent dans la manière d'être? J'aimerais que tu nous parles un petit peu de tout ça. Alors, j'ai pas de recul pour dire si c'est différent ou pas. J'espère que enfin, qui je suis là maintenant, ou ce que j'étais sur un para, ou quand je shoot une famille, ou quand je fais un workshop, que je suis assez constante pour Ouais. entre ça. Euh, j'ai, alors, pour répondre à la question pourquoi la famille, bah, c'était assez viscéral pour moi et c'était assez évident. J'ai eu une enfance compliquée. Euh, j'avais besoin de photographier quelque chose qui me réconciliait un petit peu avec moi enfant, avec ce que j'aurais aimé que mon enfance soit. Et puis j'ai aussi j'ai développé aussi un amour assez inconditionnel pour les parents. C'est-à-dire que même si mon enfance a été ce qu'elle a été, j'ai aussi beaucoup de tendresse pour les rôles qu'ont joué mes parents à moi. Et enfin, c'est pas que je retrouve ce rôle-là dans mon rôle à moi ou dans le rôle des parents que je rencontre, mais l'essence même, et je pense que c'est ça qui m'a fait grandir aussi en tant que personne. Et dans tout ce que je fais, c'est de la croissance. C'est que rien n'est figé. Tu parlais toujours tout à l'heure de mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Il n'y a jamais rien qui est là maintenant et qui va être la même chose après. Et cette idée de croissance et de dire c'est OK de pas savoir, c'est OK de pas se sentir à la hauteur. Euh, c'est, mais c'est aussi important de se rendre compte des choses pour que quelque chose va pas, qu'on puisse réparer. En fait, dans la réparation, l'acceptation de j'ai encore à grandir, j'ai encore à connaître, j'ai encore à améliorer, pour moi, c'est la clé. Et ça m'a énormément apaisée et j'ai envie de transmettre ça et j'ai envie que les gens se rendent compte de ça aussi pour qu'ils trouvent aussi cet apaisement, soit dans les photos qui vont voir, ah putain, en fait, je suis une bonne maman, quoi. En fait, je suis un papa qui déchire. Mais pas parfait, j'ai encore des choses à faire, mais franchement, j'assure. Dans le coaching, les photographes ou dans l'aspect plus entrepreneur aussi, la même chose. En fait, dire, c'est pas parfait. Là, je déconne, mais je peux bouger les choses. C'est pas fixé. Je ne suis pas cette personne à vie. Ça peut toujours, toujours, toujours évoluer. Ouais, et cette notion d'évolution, de grandir finalement un petit peu, ouais. Ouais. Ah, c'est trop intéressant. Et du coup, pour un peu plus largement, pourquoi tu fais de la photo aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs niveaux. Je pense que j'avais un petit challenge à moi-même de me défier d'apprendre quelque chose de nouveau. Surtout quand j'ai ouvert pour la première fois mon manuel photo, moi j'étais archi nulle en physique.
J'avais un super prof, hein, et toujours il me disait, allez Caro, tu peux le faire. Et je lui disais, mais non, je comprends rien. Mais il était adorable. Et la lumière, c'est de la physique. Moi, quand je commence à lire des trucs un peu plus poussés sur la couleur, mon cerveau, il explose, quoi. Mais j'avais ce petit défi personnel à moi-même, en fait, de prendre un peu la revanche. J'adore la photo en tant que moyen d'expression démocratique, c'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès, enfin en tout cas, on a la chance de pouvoir avoir accès à la photo et de pouvoir s'exprimer comme ça, de pouvoir passer des messages. Alors c'est pas forcément des trucs qui vont révolutionner le monde, hein, mais ça peut être des messages de légèreté, d'amour, d'humour, d'empathie. Enfin, ça peut être des trucs tout simples. Donc j'adore avoir ça parce que je pense que j'ai pareil relié un petit peu à mon histoire et à mon vécu. J'ai jamais trop pu m'exprimer et la photo est devenue ça. Ah. Euh, et puis pour l'aspect bottomless, c'est-à-dire c'est jamais fini quoi. On peut Ouais, toujours. ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est que tu Ouais. disais, tu vois, t'avais ce côté un peu défi, d'apprendre à gérer la lumière. Ça fait une dizaine d'années, du coup, que tu t'es rentré là-dedans, tu la maîtrises de plus en plus, tu vois. Tu la vois sûrement beaucoup mieux que la plupart des gens peuvent la voir. Il y a le côté émotion où tu as commencé, tu été assez connecté aux émotions. Sûrement, c'est quelque chose qui s'est développé aussi avec le temps. Tu disais, tu vois, que le papa, il se dit, je suis un super papa et tout ça. Pour arriver à faire ça, ça veut dire qu'il faut être suffisamment connecté aux personnes. Et il y a un moment où on peut se lasser aussi de tout ça. On peut se dire, bon, bah, j'ai fait le tour. Et toi, tu viens de dire que c'est le côté, en fait, il y a toujours quelque chose à apprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, je suis à 98% et en fait, il me manque encore les 2%. Enfin, je sais pas quel pourcentage, tu vois, c'est absurde, mais est-ce qu'il y a quand même ce côté-là, euh, ce- d'être toujours un peu plus dans la nuance, dans le Oui, ressenti, de pousser encore plus les choses? oui, c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, ça devient plus compliqué parce que et ça vient un petit peu avec le challenge aussi. Quand on apprend quelque chose, surtout au début, on va faire des bonds en avant immenses. Et ça provoque, c'est chimique, hein, ça va provoquer des réactions chimiques dans le corps et on va sentir bien et le cerveau, il va être en ébullition, ça va nous motiver. L'adrénaline, tout Dit, ça. ah oui, oui, c'est fou. Mais l'apprentissage, en fait, il n'est pas linéaire comme ça. On part pas d'un point A à B en faisant en haut comme ça. Ensuite, on va faire des plateaux. Des fois même, il va falloir faire des pas en arrière, des pas de côté. Et ça devient de plus en plus difficile parce que moi, je me rends compte que je suis à un endroit maintenant où même si je bosse énormément et que je suis hyper crevée, j'adore ce que je fais parce qu'il y a une variété dans les commissions que j'ai en tant que photo. J'ai de la famille, j'ai du commercial, enfin, j'ai un peu tout au milieu aussi. J'ai les coachings, j'ai travaillé dur pour les workshops. Enfin, j'ai un équilibre et une richesse que je kiffe à mort et que j'essaie de maintenir et de, et de continuer à pousser. J'ai encore des rêves et j'ai encore des choses là où je veux aller, mais c'est vraiment dans les nuances. Et des fois, c'est hyper difficile parce que on peut se sentir bloqué à nouveau. Mais c'est pas le blocage enfin, qu'on évoquait plus tôt, où on se dit là, il faut que je fasse un changement 45 degrés ou 360 degrés. Là, c'est dans vraiment les subtilités. Et Des c'est pas évident. ajustements un peu, peut-être? Pardon? Des ajustements? Ouais, des ajustements, ça va être dans les détails, ça va être peut-être dans des aspects pour lesquels on n'avait pas encore les compétences aussi, peut-être. Et c'est de rester un petit peu les yeux ouverts à tout ça pour pouvoir justement. Enfin, moi, je me lasse pas des choses en fait. Je trouve toujours quelque chose où il y a toujours une nouvelle rencontre ou j'ai toujours envie de quelque chose d'autre. Donc, ouais, non, je suis pas Et, encore là, c'est moi. et du coup, je pense que moi, je me reconnais un peu en toi, tu vois, aussi, ce côté où je suis hyper curieux de tout et en fait, je comprends. Tu sais, j'ai un ami, ça fait, je sais pas, 20 ans que je le connais, un peu moins et depuis que je le connais, il me dit: «Oh là là, moi, quand je prends, 15 jours de vacances, je me fais chier», tu vois? Et j'ai jamais compris ça parce que en fait, pour moi, j'ai jamais assez de temps, tellement j'ai d'idées et de trucs et ma question est,
comment tu fais pour arriver à garder le cap et à pas te disperser? Parce que moi, je vois beaucoup de personnes autour de moi, tu vois, qui s'intéressent à beaucoup de choses. Tu sais, en marketing, on parle du syndrome de l'objet brillant. C'est ce Mmh. truc-là où la nouvelle technique à la mode ou ce nouveau truc qui paraît, sexy et tout. Et du coup, en fait, tout ça, c'est bien parce que dans la notion de plaisir immédiat, on va aller vers un sujet parce que ça nous fait triper sur le moment. Mais du coup, sur le moyen ou le long terme, c'est pas forcément idéal parce que ça nous permet pas de mettre en place ce qu'il faut pour que les choses existent réellement, que ça se concrétise et tout, tu vois? Comment tu fais pour gérer ça, toi, de ce truc, de cette envie du nouveau projet? Est-ce que consciemment tu te dis: «C'est pas le moment»? Est-ce que tu t'autorises à y aller? À la fois, tu fais quand même pas mal de choses, tu vois? C'est-à-dire que tu as quand même la famille, mais tu as le corpo, tu as aussi la formation. Comment tu gères tout ça pour ton niveau d'énergie, pour pas te disperser et en fait faire que si tu vas partout, tu vas nulle part? Comment tu fais concrètement? Concrètement, je suis dans la construction et dans les objectifs. Ça, c'est des compétences que j'ai eu la chance d'acquérir quand j'étais prof, parce que quand tu as une classe d'élèves et que tu as un programme, il faut les mener d'un point à un autre. Et si tu as une classe de 25 élèves, tu as 25 personnes uniques en face de toi. Et bien sûr, tu n'as pas qu'une classe. Et du coup, d'avoir des objectifs à long terme, à moyen terme et à court terme en tant que leçon, c'est quelque chose qu'on a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup travaillé en tant que dans l'éducation. Et j'ai transféré cette compétence du coup sur mon business. J'ai mis un moment à me défaire de l'emploi du temps. On va à l'école. En plus, moi, après, j'étais prof, donc j'allais encore à l'école. Et j'avais cette idée d'emploi du temps à chaque fois. Alors, tu commences à telle heure, tu finis à telle heure, et entre-temps, ben, tu as des heures de cours. Tu manges à telle heure, tu as le break à telle heure, etc. Et en entrepreneuriat, c'est pas possible en fait de suivre un schéma pareil parce que c'est trop fixe pour un boulot qui ne l'est pas du tout. Et j'ai mis un moment à comprendre ce qui allait marcher pour moi. Du coup, je marche plus en horaire, déjà, je marche en objectif. Que tu te Euh, fixes, à des périodes, définies? alors, je me fixe des objectifs à long terme. Ces objectifs-là vont être financiers, ils vont être objectifs de kiffage, je sais pas si ça se dit. Ouais. Long terme, c'est combien pour toi? Pardon? Le Long long terme, terme? c'est à l'année. OK. Voilà. À moyen terme, on va être. Alors, à long terme, il y a les objectifs un peu plus. Voilà. À long terme, ça va être à l'année. Ils vont être financiers. Ils vont peut-être être. Ça peut être des objectifs techniques. Ça peut être des objectifs de partenariat, de marketing, etc. J'ai un moyen terme qui arrive entre 3 et 6 mois à peu près. Et le court terme qui sont à la semaine ou à la journée. Et j'ai un système d'objectifs qui me permet du coup, de décliner. J'accorde du temps aux objectifs pendant ma semaine aussi. OK. C'est-à-dire, la semaine, on peut très vite se faire happer par les rendez-vous médicaux, les enfants, le ménage à la maison, enfin, les shootings, l'editing, enfin, tous les trucs au jour le jour qu'on doit faire. Mais je sauvegarde toujours du temps pour revenir à mes objectifs. Alors, vu que je suis rodée maintenant, ça va de plus en plus vite. Et puis j'ai un système où je sais où trouver mes objectifs à long terme, à moyen terme, puis ils restent dans la tête après. Mais tous les dimanches soirs, en tout cas, et une fois par mois, je me recentre sur les objectifs, je regarde la semaine à venir. J'ai mon calendrier avec mes rendez-vous, mais j'ai aussi du temps pour travailler sur... là, par exemple, quand le challenge arrive, je sais que j'ai fait de la place pour ça, Mmh. euh, que j'ai fait mon planning pour les podcasts, le planning pour les invités, le planning de marketing, de promotion. Enfin, j'ai tout un truc qui a été créé. Et c'est comme ça que j'arrive à pas me disperser, à pas aller, ouh, ça c'est joli, je vais aller voir ce qui se passe. Je reste vraiment centrée sur moi et je dis pas oui à tout. S'il y a Mmh. quelque chose qui rentre, alors c'est pas forcément que ça rentre pas dans mes objectifs, mais s'il y a quelque chose que je sens pas, je dis non. Et c'est pas quelque chose que je savais faire, enfin que j'ai su faire toujours quoi. Il a fallu apprendre aussi. Ouais, parce que parfois on dit: «Oui, oui, 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 oui» parce qu'on veut être sympa ou quoi et en fait on se charge, pas possible et en fait on est pénalisé, quoi, ouais.
Oui, on est pénalisé dans notre énergie ou dans notre ressenti, on s'en veut, on n'est pas bien, c'est pas cool. Et des fois, on le fait pour les mauvaises raisons aussi. Ou c'est pas les mauvaises raisons, mais on se dit que c'est important et que du coup, on doit le faire ou qu'on devrait le faire. Et puis, en fait, non. Ouais, Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment de garder le cap avec qui je suis, ce que j'aime faire, cela où j'ai envie d'aller et de mettre le plus d'énergie là-dedans. Et de laisser la place, mais ça laisse la place aussi aux jolies rencontres, aux belles surprises, parce qu'on voilà, on sait pas comment ça va se passer et ça permet d'avoir un peu du recul aussi sur les choses, d'agir moins au fil de l'expérience et au fil de faire des choses comme ça. Je fonctionne moins en... Alors, je me fais confiance, donc il y a une part d'émotion et d'intuition dont on parlait tout à l'heure un petit peu, qui est aussi ancrée dans du contexte et des actions intérieures. Mais je suis vachement plus sereine dans mes décisions, dans ma gestion du temps. Et même si là, encore une fois, je suis fatiguée et tout ça, je suis quand même pas débordée au point de faire un burn-out et de me dire, ouh là là, t'as trop poussé les choses là. ouais, bah, déjà le fait que tu puisses te dire je suis fatigué, c'est que tu le ressens et que tu le vois aussi. Donc, ouais. Euh, j'ai j'ai fait un sondage sur Instagram, j'ai mis une petite boîte à questions dans le but de l'interview là aujourd'hui. Uh-huh. J'ai pas eu trop de questions, ou alors c'est des questions que tu as répondu plein de fois ailleurs. Par contre, il y a beaucoup de personnes hyper enthousiastes qui m'ont dit ah bah c'est énorme et tout, j'ai trop hâte d'écouter l'interview et tout, et notamment beaucoup de mamans. Comment tu gères toi ton quotidien de maman et de chef d'entreprise? Je gère pas du tout, moi. Mais justement, est-ce que tu peux, parce que tu vois, sur le papier, tu arrives à développer ta boîte, tu arrives à mener de front plusieurs projets, tu vois. Alors, t'as pas commencé hier, tu as ton système d'organisation qui est hérité un petit peu de ton ancienne vie. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais du coup, est-ce que tu pourrais quand même peut-être enfin, peut-être pas expliquer, mais une semaine type, tu vois, chez toi, c'est quoi une semaine type avec Caro ou comment tu arrives à gérer le quotidien, comment tu arrives à gérer voilà, le côté pro-perso pour à la fois avoir un temps, je pense, quelque chose qui est important pour toi, pour la famille, et en même temps avoir un temps pour toi et pour ton activité. Alors, la chose par laquelle je vais commencer, c'est que j'ai deux filles, elles ont 9 et 14 ans maintenant, donc elles sont grandes, donc il faut prendre ça en compte. Mais j'ai toujours, depuis qu'elles sont toutes petites aussi, eu cette conscience que j'élève deux filles et que je veux qu'elles voient leur maman, en tant que femme, faire ce qu'elle a envie de Mmh. faire. Et sans culpabilité. Comme un modèle un petit peu? Oui, et je ressens pas cette culpabilité. Je pars souvent, je pars en voyage, je fais des workshops. Des fois, je suis pas là pendant une semaine. Là, je vais être absente entre shooting, workshop et machin. Je vais être absente pendant 10 jours. Je ne ressens pas cette culpabilité de les laisser. Déjà, elles sont safe. Elles ont un autre humain adulte qui s'occupe très bien d'elles. Je suis pas un parent à 100%. Je suis une femme, je suis une entrepreneur, je suis une amie, je suis une maman, je suis tout ça. Et c'est hyper important que mes filles grandissent avec une vision. Alors, je fais ça du mieux que je peux. Je dis pas que je suis parfaite dans la gestion de tout ça, mais en tout cas, je veux qu'elles voient que l'intention d'être une femme pour elles plus tard, c'est de pas avoir de barrières et de limites dans leurs rêves, dans leurs ambitions, dans le rôle qu'elles veulent jouer par rapport aux autres, que les gens soient près ou loin, donc des clients ou des personnes que je coach ou de la famille ou des amis. Donc ça, c'est la base de tout pour moi. Je suis aussi une personne avec mes filles qui parle beaucoup. Je suis honnête quand j'en ai marre et quand c'est difficile, je le dis. J'explique pourquoi. Euh, je... Et je pense que ça m'allège du coup parce qu'elles sont conscientes de ces choses-là. Par exemple, je leur dis là, ça va pas être possible d'aller prendre un snack là-bas parce qu'il faut que je passe à la poste, il faut que je prenne le rendez-vous chez le dentiste, il faut que je fasse les papiers du machin et je vous embarque avec moi, vous allez m'aider. Donc, elles font aussi partie de ce quotidien-là avec ces difficultés. Je fais pas genre je maîtrise tout.
Et la semaine typique, alors quand elles sont à l'école, ça serait, alors c'est moi qui les amène et qui vais les chercher à l'école. Alors elles sont dans une école internationale, donc elles ont cours tous les jours, inclus le mercredi. Je les amène à 8 heures et je les récupère à 16h30. J'attache beaucoup d'importance à ma santé physique. Je suis une personne qui est sportive et qui a toujours fait du sport. Donc, la première chose que je fais après le café, c'est, je sais pas moi, 30 minutes de pilates ou de yoga. Tous les matins? Ensuite, ouais, ouais, j'essaye très fort. Là, j'ai un peu lâché le truc, mais je lâche jamais trop, tu vois. Ouais. Ouais, minimum 2, 3 fois. Ensuite, si j'ai des rendez-vous, voilà, je les fais. J'essaye de pas trop faire. Donc, par exemple, je fais beaucoup de coaching en ligne et de power hour, qui sont aussi des calls en ligne. J'essaie de pas en avoir plus de 2 par jour Hmm. parce que j'aime avoir une journée variée pour être représentative de mon business qui est varié aussi. Donc, si j'ai eu un shoot et que je dois éditer, je filme pas tout l'editing. Je vais faire une demi-heure, 3 quarts d'heure de post-traitement et ensuite je passe à autre chose. Parce que ma semaine a été guidée par ces objectifs. Il faut à la fin de la semaine, j'ai fait ça, 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 ça. Et en fait, je peux le faire quand je veux. C'est juste qu'il faut que j'arrive à tout jongler. J'essaie au moins une fois par semaine d'avoir un café avec quelqu'un, une amie ou un coup de téléphone avec quelqu'un de proche qui a rien à voir avec la photo. Ah. C'est plus moi qui fais la cuisine, mais on a essayé un peu d'équilibrer là ces temps-ci. Mais j'adore cuisiner, donc j'aime bien le faire. Par contre, je déteste aller au centre commercial. Ça me saoule. J'ai des crises d'angoisse à chaque fois que j'y vais. Il y a pas un type de jambon, il y en a 15 000. Les yaourts, il y en a 36 000. Il y a Je peux trop de pas. choix. Je peux pas, ça m'angoisse. Donc, je fais livrer par une société qui s'appelle Foodette et qui m'a absolument changé la vie. Ah, énorme. Ouais, donc il me livre pour la semaine les ingrédients nécessaires aux recettes que j'ai choisies. Et comme j'aime toujours cuisiner, bah, j'ai le bon compromis entre je suis pas allée faire les courses, mais j'ai des bons ingrédients avec lesquels cuisiner. Et puis je sais pas si j'ai répondu à la question du Ouais, coup. c'est trop bien. Un En peu. fait, c'est, tu vois, moi, depuis que, alors, moi, donc, on vit à 5 avec 3 enfants, donc Ouais, 2 ans, 4 ans et 11 ans, donc ils sont plus petits que les tiens, c'est tous les deux oui, premiers, tu vois, pas les deux derniers. oui. Et moi, c'était très difficile parce que je pense que c'est dans mon caractère, dans mon fonctionnement aussi, de me caler à leur rythme. Parce que c'est un peu ce qui se passe. Tu vois, tout à l'heure, tu disais, l'agenda d'un freelance, c'est pas l'agenda d'un salarié en mode, je sais pas, 8h, 17h, tu vois. Et du coup, c'est très juste parce qu'en fait, on a plein de tâches à plein d'endroits, plein de moments. Surtout comme nous, on fait de la formation, de la photo. Moi aussi, je fais du corpo et tout, donc il y a plein de trucs à gérer. Et du coup, est-ce que parfois, déjà, est-ce que tu arrives à te caler dans ces horaires-là? Tu m'as dit 8h, 17h, vraiment 16h30, tous les jours comme ça. Est-ce que tu bosses le soir? Et est-ce que ça t'a demandé des ressources, de t'adapter un petit peu au rythme de tes filles, au rythme de la vie de famille? Ou est-ce que c'était quelque chose d'assez naturel? Mais je pense qu'au fil de leurs âges, j'ai dû m'adapter beaucoup. Les situations n'étaient pas les mêmes. Quand Sayan était toute petite à Kuala Lumpur, et mon business ressemblait pas à ce qu'il ressemble aujourd'hui. En fait, je suis restée attentive à leur rythme, bien sûr, à ce que je voulais faire de mon business et les ressources que j'avais à ma disposition pour pouvoir le faire. On parlait tout à l'heure d'énergie et de pouvoir la mettre, de pas pouvoir la mettre, et de se rendre compte de ça. Et donc, quand il y a des moments où c'était pas le moment, c'était quand même sur le côté, mais je savais quand même que je voulais pousser ça, mais que c'était pas pour tout de suite. Donc, oui, enfin, se caler sur les enfants, tout à fait. Le soir, je travaille très rarement maintenant. Je pense que je travaillais plus le soir quand elles étaient plus petites et que ma journée était plus prise par elles avec des plages horaires plus restreintes. Alors que maintenant, bon, ma grande, elle a 14 ans, c'est une Ouais. ado, elle a pas trop envie d'être avec moi, quoi. Elle est dans sa chambre. Mon temps privilégié avec l'ado, c'est dans la voiture, ou sur le chemin de l'école ou en rentrant, ou quand je l'amène au foot. Le week-end, quand je lui dis, bah, viens, on va faire un peu de shopping, ou viens, on va se prendre un snack quelque part. Mais la petite, elle est encore super joueuse, donc
bon, je dis jamais non à une partie de Mario Kart ou faire un gâteau ou des trucs comme ça. Mais je pense que j'ai réussi au fil des années, grâce à ce système d'organisation, à aussi pas éprouver de la culpabilité par rapport à mon business. Je pense que j'en avais pas par rapport à mes filles parce que je pouvais leur parler et leur expliquer. Mais de la culpabilité par rapport à moi et mon business et à ce que je voulais faire, ça, c'était plus difficile à développer. T'écris à ton business, tu t'écris à toi-même? Ouais. Tu Pardon? tu t'écris à toi-même, à ton business? Non, 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 non. Mais je suis très consciente du fait que parfois j'ai eu énormément de frustration de ne pas mettre du temps dans mon business et plus dans ma famille, par exemple. Hmm. Et d'être frustrée de ça parce que on est sur je sais pas moi, on est sur une énergie ou quelque chose qui marche ou on a vraiment envie de pousser un truc. Et ça, c'était difficile de maîtriser cette émotion, en fait, j'avoue. C'est ce truc-là dont je parlais tout à l'heure, c'est ce truc-là, tu sais, où tu te dis, là, il me faut de la place, tu parlais de place et tout. Et en fait, parfois, on l'a vécu il y a 10 jours, là, avec Elodie, où d'un coup, la semaine, il s'est passé qu'il y a eu une journée de grève. On a les enfants le mercredi parce qu'ils sont pas à la crèche à l'école. Il y a eu la varicelle, la gastro, et le vendredi, il y avait la crèche qui était fermée pour une journée pédagogique. Et bim, tu te retrouves sur 7 jours, à avoir une journée pour faire ce que tu avais prévu de faire en 4 jours en temps normal, tu vois. Ouais, Et c'est là où je trouve que tu parlais d'émotion, tu vois, où ça vient te piquer un peu, où tu te dis, bon, ok, il va ouais. falloir puiser dans les ressources, quoi. Il va falloir puiser dans les ressources ou alors il fallait juste accepter bah, cette semaine. En plus, tu le dis, quand il y a un truc, il y en a 10. C'est pas que ça va être juste un truc, en fait, c'est la semaine, ça va être une avalanche. Et c'est hyper dur à gérer comme ça, c'est sûr, c'est Ouais. sûr. Et j'essaye de me reposer le plus possible sur les objectifs et me dire, parce que les objectifs, ils sont dénués d'émotions, en fait. Hmm. Et par exemple, je me rappelle, l'année dernière, c'était hyper dur. J'étais en train d'écrire le livre. En plus de tout ça, le monde n'était pas au courant que j'écrivais le livre. Je pouvais en parler à personne. Enfin, si, j'avais quelques personnes qui le savaient, mais j'étais dans le truc aussi. C'était difficile. Et il y a un moment, je me suis dit, tu vas péter un câble, Caro. Là, c'est foutu là. Euh, et j'ai eu une panique. Je suis allée me coucher et je me suis dit, mais Caro, t'as pas fait ton chiffre d'affaires, mais un truc de n'importe quoi. J'ai ouvert l'ordinateur et j'ai regardé mes objectifs financiers, j'ai regardé où j'en étais et en fait, j'avais fait plus que ce que je m'étais prévu, au moins avait espéré de faire. Mais je m'étais tellement perdue dans le tourbillon du bouquin, des trucs de tous les jours. Je passais une période assez compliquée personnellement aussi. Les émotions ont pris le dessus d'une manière trop trop forte. Mais quand je suis revenue aux choses avec lesquelles je peux pas discuter et qui sont dénuées d'émotions, je me suis rendu compte que c'était OK en fait. Et quand je fais ça aussi à la semaine et que je vois que la semaine elle part en live, je reviens à ça, je me dis non en fait je suis OK. Ou alors bon j'ai pas pu faire ça, mais est-ce que c'est si grave que ça? Non. Donc tu le bouges, tu vas trouver, voilà. Ça, c'est... Ah, trop bien, j'adore. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton livre, Ah oui. du challenge que ça a été peut-être de l'écrire, pourquoi tu as décidé de l'écrire, de comment tu t'y es prise pour peut-être structurer tes idées, pour voilà un petit peu tout ça. Alors, l'idée du livre, concrètement, j'ai commencé à la voir, je pense, courant 2021. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de contenu pour le challenge. Et puis, je commençais à avoir des petites suggestions du style, Caro, ça serait bien qu'on puisse trouver à un seul endroit, enfin, toutes les ressources qui sont liées au challenge. Alors, ça a semé ces petites graines, donc l'idée était là quelque part. J'avais commencé, j'avais un mur rempli de post-it, pour ceux qui sont venus à mes workshops, ils savent, où j'avais commencé à mettre, j'avais revu un petit peu tout le contenu que j'avais écrit, il y a des thèmes qui revenaient.
Donc, j'avais écrit sur des feuilles les idées des grands thèmes et ensuite, avec les post-it, j'avais marqué email de telle date, podcast machin, de mes notes aussi que j'avais prises pendant des années. Et donc, je me suis retrouvée avec un mur rempli de post-it. Et je me suis dit, bah oui, le contenu, il est quand même super grand. Et donc, je me suis dit, bah, il va falloir faire un livre. Euh, et du coup, et j'avais dit à ma petite fille aussi, j'ai un livre en moi, mais je sais pas à quoi il va ressembler. Et puis je me suis dit, bon, alors un livre c'est bien, mais maintenant qu'est-ce que tu fais en fait? Comment tu procèdes dans le truc? Et vers la fin de, vers la fin 2021, en fait, Hélène Pouchot, l'éditrice chez Erol, qui s'occupait aussi du livre de Baptiste, et qui s'est occupée aussi du livre de Marine Poron, qu'elle a écrit avec deux autres photographes de mariage, et Émilie Zangarelli, me recontacte parce que la deuxième édition du livre de Baptiste va sortir, et il fallait que je signe des papiers pour les autorisations de diffusion de photos et de l'interview. Et dans mon cerveau, ça fait schling, et je me suis dit, bah, je vais faire une proposition à Hélène. J'ai son email, on a déjà échangé un petit peu, mais comment j'écris une proposition d'un livre? Et l'année d'avant, j'avais lu un livre qui s'appelle Hype Yourself de Lucy Warren. C'est un agent PR en fait de marketing britannique qui, fatalité, habite maintenant à 40 minutes de chez moi. Énorme. De fou. Et dans son livre, qui est hyper pratique et hyper bien écrit pour vraiment faire les choses, avait un chapitre sur comment écrire un pitch, euh, voilà, une maison d'édition ou à la presse ou quoi que ce soit. Et du coup, ben, j'ai pris mon carnet de notes, mes feutres, mes stylos, et j'ai pris toutes les notes qu'il fallait prendre et j'ai appliqué tout ça à mon pitch du livre. Donc, ça m'a pris 2 petits mois. J'ai écrit un email que j'ai réécrit pendant ces 2 mois-là. J'ai inclus des ressources. J'ai préparé un gros dossier que j'ai ensuite pris le courage d'envoyer à Hélène. Et ça, c'était fin 2021. Hélène a eu la gentillesse de m'appeler. Elle est super, franchement, elle est hyper gentille, hein, ouais. Adorable. Elle est adorable, ouais. Une absolue perle. Et pourtant, elle a eu du travail avec moi, avec mon français-anglais. Voilà. Et puis, on a discuté un petit peu au téléphone et elle m'a dit, écoute, moi, l'idée, elle me botte vraiment. J'adore les aspects uniques du challenge, entre autres de la communauté, de construire son challenge à soi, que c'est pas forcément juste photographique, mais il y a toute une pédagogie derrière. Et puis, elle m'a dit, il faut que je soumette enfin, toute la proposition chez Erol et puis tu auras une réponse, je sais plus, janvier, février. Je crois que j'ai eu la réponse officielle tout début février. Et après, elle m'a dit, tu as 9 mois pour l'écrire. Vas-y, quoi. On a fait une trame de sommaire basée sur les post-it du coup que j'avais fait. On a un petit peu retravaillé la chose. On a partagé un Google Doc et puis voilà, c'était parti pour l'écriture. Alors moi, dans mon pitch, j'avais écrit une introduction aussi parce que je voulais qu'elle voie un peu le ton que je voulais employer. Je suis tellement reconnaissante parce que Hélène a vraiment respecté mon ton de voix, mon vocabulaire, même si elle a vachement mieux écrit que ce que c'était au départ. Euh, et du coup, c'était très compliqué l'écriture. J'écrivais partout, dans les avions, dans les trains, dans les chambres d'hôtel. Des fois, j'écrivais la nuit. Des fois, je me réveillais à 4 heures du mat pour écrire. J'ai vraiment eu énormément de mal à trouver du temps et je l'attrapais un peu comme je pouvais, où je pouvais, quand je pouvais. Ouais, c'était très, très difficile. Le, la partie aller dans les archives des photos, trouver les bonnes photos, les mettre au bon endroit, que ça ait du sens. Ah, c'était difficile. Et donc, j'ai vraiment donné naissance à un troisième enfant avec Ouais, ce avec que je voulais te dire en t'écoutant, là, je me suis dit, c'est une troisième naissance, quoi.
Et ouais, mais vraiment, et même pour moi, j'ai appris énormément sur moi. Tu comprendras parce que quand on écrit un workshop ou quand on fait un programme de coaching personnalisé avec quelqu'un, on donne de soi aussi. Il faut qu'on sorte de notre tête ce qu'on sait, comment nous on fait les choses, mais pas comment on va les dire aux autres, aussi comment on va les amener, avec quelles questions, de quelle manière, avec quels mots, parce que Ouais, tout est mais important. je vois très bien parce qu'en fait, avec Hélène, je devais écrire un bouquin, du coup, avec elle chez Erol. Finalement, ça s'est pas fait parce que il y a eu le Covid, parce que j'avais Ah, plus l'énergie, parce que le sujet, en fait, je pense que tu sais, tout à l'heure, tu parlais du sens. Et en mm, fait, le sujet, en fait, si tu veux, nous avait contacté avec Baptiste à l'origine pour qu'on écrive un bouquin ensemble qu'on avait Explorescence. Et puis, en fait, on lui a dit, bah, comme Explorescence, ça s'arrête, il y a plus de sens, en fait, qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc, c'est pour ça, Baptiste, il a écrit son livre avec, sur la famille, sur les séances lifestyle. Et tu vois, moi, j'avais pas ce truc de, moi, j'ai besoin de beaucoup de sens aussi pour les choses. J'avais pas ce truc. Par contre, j'avais fait tout le travail de définir un plan, le pitcher pour le comité de sélection, le machin et tout. Et rien que ça, c'est déjà un travail énorme, en fait, de mm. sortir tes idées, de les structurer, de les projeter, de te dire, attends, est-ce que c'est pertinent ou pas et tout. Donc, je vois très, très bien ce que tu as vécu, sauf que j'ai pas eu la douleur de l'écriture encore, tu vois. Donc, ça va être encore un autre morceau, quoi. Il y a eu de la douleur, mais il y a eu aussi tellement de plaisir à mettre les choses bah, noir sur blanc, Mm. dans le sens où tu te poses tellement de questions. Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que c'est pertinent, comme tu disais? Est-ce que ça va aider? Ouais, ou tu t'arrêtes aussi. Tu vois, moi, une question qui m'est venue à l'époque, et puis j'ai jamais mis de côté cette idée, hein, j'écrirai un bouquin un jour, c'est vraiment ce truc de, quand tu as tellement de choses à dire, jusqu'où tu vas, tu vois aussi. Est-ce que ça correspond au sujet? Est-ce que ça en sort? Est-ce que c'est pas, parce que parfois trop d'informations tue l'information aussi, tu vois. Mm, Donc ça, je mm. pense que c'est des défis dans l'écriture. Ah oui, tout à fait. Bah là, l'idée de le faire avec Hélène, c'était hyper enrichissant aussi parce qu'au fur et à mesure de l'édition, parce qu'elle allait au fur et à mesure que j'écrivais, euh, tu, 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 ré- tu prends un moment de réflexion sur les commentaires ou sur comment elle a tourné les phrases et tu apprends de ton écriture et de l'édition en même temps. Donc, je pense que au fil du livre, tu t'améliores aussi dans cet aspect-là et c'est génial parce que je me sentais, on sait jamais en fait sans faire les choses, les ressources et les capacités qu'on a ou ce qu'on va découvrir en fait sur nous et sur ce qu'on peut faire. C'est tellement cool quoi. Ça prend tellement plus de place que la peur qu'on avait au départ ou l'inquiétude de l'idée du truc. Je pense que dans la balance, ça pèse tellement plus que ces peurs ou ces doutes de le processus et la fin, la finalité. En fait, là, je m'étais dit, bon, quand le livre est sorti, j'avais une trouille bleue, mais je me disais, mais en fait, maintenant, ça t'appartient plus. Ce qui Mm. t'appartenait, c'était l'écriture, c'était le temps que tu as passé, c'était les messages que tu voulais passer, c'est tout ce que tu as fait derrière, c'est ce que la communauté t'a donné. Là, tu avais le contrôle, ça t'appartenait, ça, et ça ne partira jamais. C'est à toi pour toujours. Ouais. Maintenant, le livre, il est dehors et il est un peu comme ton challenge, il est comme le fait que maintenant, à vous. Faites du livre, faites des messages qu'il y a dedans ou des photos qu'il y a dedans, même si c'est pas toute son entièreté. Prenez ça et faites ce que bon vous en semble. Non, c'est pas français, mais tu m'as compris. Bon, vous sent, ouais. Mais ça me fait rire parce que ça rejoint encore une fois ce côté sur avoir un enfant et puis le laisser voler de ses propres ailes un petit peu, quoi. Ça t'appartient plus directement, donc c'est beau. Ouais. Et du coup, c'est plus cette peur, quoi. Maintenant, c'est à vous, ça vous appartient à vous. Faites ce que vous en voulez, prenez-en soin parce que maintenant, ça vous appartient, quoi. Ah, tu me donnes trop envie d'écrire un bouquin. Allez, c'est parti. Euh, j'ai une dernière question, je pense. Je sais pas, on verra, mais je pourrais rester encore. C'est trop passionnant tout ce qu'on dit, tout notre échange, nos échanges. Euh,
C'est quoi tes rêves, Caro, dans la vie? Et tu te vois où dans 10 ans? Oh, oh. Alors j'ai un rêve de conférence. Si on reste sur la photo, ça me trotte dans la tête depuis très longtemps. J'en ai déjà parlé à quelques personnes. J'ai encore rien fait pour. Mais ouais, j'ai un rêve de conférence, d'expo photo, pas pour moi, pour la communauté. Donc un jour ça va arriver, je le sais. Mes rêves sont alors un peu plus général de voir mes filles vraiment suivre leur chemin à elles aussi. Euh, et de pouvoir être à leur côté plus comme maintenant la maman, mais aussi comme personne qui va vraiment être là dans leur rêve à elle aussi. Et ça, c'est vraiment un rêve de continuer le plus d'anniversaires possible, même si ça rajoute des rides, pour continuer à être à leur côté et suivre leurs rêves. Je veux absolument continuer à voyager. J'avais une peur bleue d'arriver en France et de plus pouvoir faire ça. Bon, on a tous eu le Covid, enfin, pas physiquement, peut-être, mais on a tous vécu l'épisode du Covid et j'ai les pieds qui me démangent, vraiment. J'ai de la chance de pouvoir continuer à voyager avec mon travail et je souhaite que ça continue, mais là, ça me démange de repartir, j'avoue. Et T'es donc, pas j'ai un reparti rêve. depuis 2020? Pas très loin, non? Non, non, non. Non, vraiment pas. Euh, et j'ai un rêve, le rêve de jamais m'enraciner, pas forcément d'un lieu, mais voilà, de jamais stagner en fait, et de toujours avoir les moyens ou me donner les moyens de continuer à faire bouger les choses, et pour moi et pour les gens que j'aime. Pourquoi c'est aussi important pour toi, ce côté mouvement, ce côté, tu vois, pas s'enraciner, ce côté un peu, ça rejoint ton défi aussi de pas rester où on est, tu vois? Il faudra demander à ma psy. Euh, Non, si tu sais, hein, après, il n'y a pas de, voilà, hein, je, mais Franchement, je pense que j'adore en fait quand les choses elles bougent parce que c'est la vie quoi. hmm. Euh, Quand les saisons elles changent, parce que j'ai vécu dans des pays pendant 10 ans, là 15 ans où il faisait toujours chaud. Et je m'émerveille des saisons. Ça fait 4 ans que je suis en France maintenant à nouveau. Et vu que je suis revenue avec un œil de photographe que j'avais pas avant, j'ai retrouvé un petit peu cet émerveillement. Alors, je déteste l'hiver hein, parce que moi, je suis plus du chaud, tu vois. Mais quand même, les lumières d'hiver et tout, c'est trop beau. Et j'aime le mouvement parce que j'aime cet émerveillement que ça me procure, en fait. J'adore voir les enfants grandir parce que on découvre leur personnalité, parce que euh, on les voit trébucher, mais on les voit aussi conquérir. C'est pareil pour je sais pas moi, même si on prend juste des photos, à quoi nos photos ressemblaient au tout début et maintenant à quoi elles ressemblent, et on n'a même pas idée ce qu'elles vont être dans 10 ans. Et le changement, c'est beau, ça nous reste, ça nous fait réfléchir, ça nous fait nous questionner, ça nous fait nous paraisser sur nos acquis ou sur nos croyances, ou et ça peut être des trucs culturels comme des trucs très personnels en fait. Et on a besoin de ça, on a besoin de changer, on a besoin d'évoluer, on a besoin de se remettre en question, on a besoin de pas rester figé sur des systèmes forcément. Même si les systèmes, des fois, c'est bien pour, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour rester ancré des fois. Ouais, je pense que ça vient de la beauté que le changement peut amener, en fait. Oh, c'est énorme. J'adore. Franchement, je crois que j'ai rien de plus à ajouter, c'est bon. D'accord. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu aimerais partager, peut-être dont on n'a pas parlé, qui te tient à cœur? Ouh là là, non, ben, écoute, si notre conversation a donné envie aux personnes de faire le challenge, je serais absolument ravie parce que au plus il y a de monde, au plus c'est riche de visions, de voix,
style, de tout. Donc, ça me fera hyper plaisir. Et puis s'il y a eu un petit truc qui va aider quelqu'un, ben, je serai comblée pour aujourd'hui. Non, je te laisse Franchement, parler, moi. j'en doute pas, hein. J'en doute pas parce que c'était très, très riche. Pour les personnes qui aimeraient, du coup, bah, faire le challenge, te découvrir un peu plus, éventuellement, acheter ton livre, faire un workshop, du coaching avec toi, ils peuvent aller où? Ils peuvent aller sur mon site internet, c'est l'endroit où ils pourront tout trouver. Et c'est www.caroquinewellings.com. Il y a toutes les infos sur voilà, le coaching, les workshops. Sur le site d'Ama Conseil aussi, pour en trouver mon workshop. Le prochain, c'est en octobre à Aquabay dans le Var. Et, le livre aussi, on peut le trouver sur le site d'Erol, mais il est sur mon site aussi. Pour les photos de famille aussi. Enfin, il y a tout sur mon site. Donc voilà. Sinon, je suis la plus active sur Instagram. Je réponds aux messages. Hier, on m'a dit oh, Caro, je savais pas que tu allais me répondre. Je suis trop contente. Je réponds aux messages. Ça, Quand c'est je fou, hein, ouais. vois, avec grand plaisir. Ouais, je suis active sur Instagram. Instagram, c'est l'endroit que je préfère. J'ai une communauté internationale. J'ai les liens que j'ai tissés depuis que j'ai commencé la photographie. C'est hyper précieux pour moi de communiquer là-dessus et il faut pas hésiter à m'envoyer des petits coucous et tout ça. Je serai ravie d'y répondre. Trop bien. Je mettrai toutes les infos, dans la description. J'ai passé un merveilleux moment avec toi. Oh, Franchement, merci, merci c'était beaucoup moi vraiment aussi. très agréable. C'était, moi, tu vois, l'idée des partages, des échanges comme on fait là, c'est aussi d'essayer d'aller un peu en profondeur dans les choses, de voir, voilà, de voir autre chose que juste du business photo, tu vois, de comprendre un petit peu ta manière de penser, ces choses-là. Merci pour tout ce que tu as livré, parce que j'ai le sentiment que tu t'es vraiment livré à cœur ouvert. Donc, Ah vraiment, oui, merci pour ça, ouais, je sais Caro. pas faire autrement, Jérémy, je pense que j'aurais du mal. Ouais, je sais pas faire autrement et je pense que je serais pas moi-même si je faisais pas comme ça. Trop bien. Je te souhaite une Donc merveilleuse merci de journée. À bientôt. l'opportunité. Ouais, merci toi aussi.